les leçons de la Commune de Paris ont un lien direct avec toutes les questions stratégiques ou des questions stratégiques centrales qui se posent aujourd'hui à des militants, des militantes, des activistes, des citoyens, des citoyennes qui veulent un changement radical dans la société. Et de ce point de vue-là, au niveau des leçons, ce que fait un gouvernement populaire à propos des dettes réclamées aux classes populaires, ce que fait un gouvernement populaire à l'égard des dettes publiques, à l'égard de la Banque centrale, à l'égard des grandes banques privées, donc sur ces 4 points-là, ce qui est fait ou pas fait a une influence décisive sur l'issue de l'expérience, sur l'issue de la bataille. Et c'est bien ce que montre la Commune de Paris. Il y a bien sûr d'autres leçons, mais moi je vais me concentrer sur ces 4 points-là. Les autres leçons connues, c'est ce qui constitue d'ailleurs un point d'inflexion dans la réflexion révolutionnaire, sur la stratégie révolutionnaire, qui amène d'ailleurs Marx et Engels à amender le manifeste communiste qu'ils avaient rendu public en 1848. Euh, dans le manifeste communiste, ils disent il faut prendre l'État et ils tirent comme leçon de la Commune de Paris, il ne faut pas se contenter de prendre l'État, il faut le briser. Et, et donc, c'est un élément clé qui a à voir d'ailleurs avec concrètement, est-ce que on prend la Banque de France ou pas? Est-ce qu'on prend la Banque centrale ou pas? Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la respecte? Ou bien est-ce que on modifie absolument radicalement son rapport à la société? C'est-à-dire, est-ce qu'on brise d'une certaine manière la, le rôle joué par la Banque centrale pour lui donner un autre rôle conforme aux besoins de la population, de la majorité sociale, de la société en général. Donc, une des leçons, je viens juste de la mentionner dans le sens briser l'appareil d'État et pas simplement le prendre. Et donc, là-dessus, ça va être au centre de la réflexion de Rosa et de Lénine, de Trotsky, d'autres. Lénine, auquel Marcel Liman a consacré plusieurs ouvrages, et notamment une analyse détaillée d'un texte fondamental de Lénine, L'État et la Révolution. L'État et la Révolution, écrite en plein processus révolutionnaire en 1917, avant la prise du pouvoir, et qui est, selon Marcel Liman, un texte quelque part marxiste libertaire, et je suis bien d'accord avec lui, et en partie un texte aussi luxembourgiste, si on veut. C'est la question clé sur laquelle Lénine revient, c'est il faut détruire l'appareil d'État, et il part de l'exemple de la Commune et des leçons tirées par Marx et Engels de la Commune de Paris, et puis des expériences révolutionnaires qui ont précédé. Dans les autres leçons, il y a bien sûr la question de la démocratie, et notamment l'apport de la Commune, c'est la révocabilité de tous les mandataires, de tous les mandats, par ceux et celles qui les ont élus. C'est un aspect fondamental. Et il faut se rappeler que Engels dit d'une manière un peu imagée ou provocatrice ah, vous dénoncez la dictature du prolétariat, vous voulez savoir ce que c'est la dictature du prolétariat? Eh bien, regardez la Commune de Paris. Ce qui montre que pour évidemment quelqu'un comme Engels ou pour Marx, la dictature du prolétariat, c'est pas du tout ce qui s'est passé après leur mort, et c'est pas du tout ce qu'ils imaginaient qui se passerait quand ils parlaient de dictature du prolétariat. Quand ils parlaient de dictature du prolétariat, ils parlaient de l'association libre de travailleurs libres et de la forme communale. C'est là-dessus qu'ils ont écrit. Ils n'ont pas écrit sur et ils ne pouvaient pas deviner la caricature
de révolution et de dictature du prolétariat qu'allait devenir la révolution russe et sa dégénérescence stalinienne criminelle. Et donc, c'est très important pour moi, bien sûr, ces différentes leçons, mais donc, je reviens à, à, à ce qui est central dans l'article et l'angle d'attaque que j'adopte et l'article que j'ai écrit sur la commune. Et donc, je vais parler d'abord des dettes des classes populaires. Les classes populaires parisiennes, c'était à la fois des travailleurs, des lavandières, des boulangers, des travailleurs, des artisans, des boutiquiers. Ils étaient extrêmement endettés. Et une des premières mesures prises par la République, créée le 4 septembre, pour éviter, comme le dit Rosa Luxembourg, une victoire révolutionnaire. La bourgeoisie a concédé le retour après l'Empire à la République le 4 septembre. Et une des premières mesures prises sous la pression populaire, c'est de suspendre le paiement des loyers et le paiement des dettes pendant 6 mois. Et Thiers, quelques semaines avant le début de la Commune de Paris, quelque part pour provoquer le peuple de Paris, afin de l'annihiler, afin de le détruire, je vais revenir là-dessus, Thiers et son gouvernement républicain décrètent que la suspension du paiement des dettes est abrogée et donc dit au peuple de Paris, vous devez payer, rembourser les dettes. Il y avait plus de 100 000 ordres de saisie à appliquer. L'endettement populaire était extrême. Les montes-piétés jouaient un rôle clé. Le monte-piété existe toujours en France. Les montes-piétés, c'était une entreprise privée où les gens du peuple, parce que quand vous voyez les montes-piétés dans des séries télévisées, etc., on voit à la limite des riches aristocrates qui vont déposer, des argentés qui vont déposer des bijoux pour avoir de l'argent. Mais en fait, au mont-de-piété de Paris, au début de la Commune de Paris, figurez-vous qu'il y avait 80 000 couvertures déposées par des foyers d'ouvriers pour, en échange du dépôt d'une couverture, avoir quelques francs de quoi acheter du pain, simplement pour survivre. Le mont-de-piété, on y déposait des misères, on y déposait des couvertures, on y déposait son matelas. Or, l'hiver avait été très rude et des gens s'étaient privés de couverture pour pouvoir se payer de la nourriture. Et donc, dans les premières mesures alors prises par la Commune de Paris, il est décidé que de nouveau, les loyers sont, les paiements sont reportés de 6 mois jusqu'à octobre, et que si des personnes ont payé des loyers, mais ça constitue une avance sur ce qu'elles auront à payer 6 mois plus tard quand il faudra se remettre à payer les loyers. Et la Commune de Paris décide aussi que si la somme empruntée au mont-de-piété est inférieure à 20 francs, la personne qui a déposé au mont-de-piété un bien, comme une couverture, un matelas ou autre chose, peut la récupérer. Donc, c'est des mesures populaires importantes, mais il y a déjà, au moment où ces mesures sont prises, et elles sont importantes, bien sûr, il y a déjà un débat. Et il y a un certain Besselet, qui est le doyen des communards, des élus de la commune, Besselet, qui est partisan de Proudhon, qui va jouer un rôle tout à fait clé sur la question de la Banque de France.
Beslay va essayer de temporiser et de ne pas aller vers l'annulation des loyers ou l'annulation des dettes. Et il va être dénoncé par Jean-Baptiste Clément, celui qui a écrit Le temps des cerises et la chanson La semaine sanglante. Jean-Baptiste Clément n'était pas un chansonnier d'abord, il était un militant de la commune, il participait au débat de la commune et il était révolté par le caractère modéré de certains dirigeants de la commune, comme ce Beslay, partisan de Proudhon. Proudhon, décédé en 1865, mais Beslay, quand je dis proudhonien, il était l'exécuteur de l'héritage de l'exécuteur légal de l'héritage de Proudhon. Donc, ce n'était pas n'importe quel partisan de Proudhon. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Et si Thiers avait quelque part provoqué le peuple de Paris, c'est parce qu'il était persuadé qu'il devait le désarmer et le réduire, l'écraser. Et que certainement, ça ferait des dizaines de milliers de morts. Mais il fallait une stratégie, une tactique pour arriver à cet objectif. Et il fallait arriver à cet objectif parce qu'il fallait maintenir absolument l'ordre bourgeois républicain et qu'il fallait continuer à rembourser la dette publique. Alors, je viens à la dette publique. La dette publique, comme le dit Marx, avait doublé sous l'Empire, donc sous le régime du Napoléon, de Napoléon III, et la République qui a succédé à l'Empire, qui est de même nature sociale que le pouvoir qui dirige l'Empire sous Napoléon III, veut absolument qu'on rembourse la dette, qui est détenue par de grands banquiers. Ces grands banquiers sont les propriétaires de la Banque de France. La Banque de France est une entreprise privée. La Banque de France n'est devenue publique, figurez-vous, que sous De Gaulle en 1945. Jusqu'en 1945, la Banque de France est restée une structure privée. D'ailleurs, la Banque de Belgique, quasiment jusqu'à la même époque, est restée une banque privée. La Banque de France avait été créée en 1804 sous le premier Napoléon, au début de son règne comme empereur, et ces régents, c'étaient les grands actionnaires de la Banque de France. Bon. La Banque de France émettait des titres de la dette publique, des emprunts de la dette publique pour le compte du gouvernement, et c'est les grands banquiers qui les achetaient et puis les revendaient à la bourse de Paris à des rentiers, etc. Évidemment, pas au peuple. Le peuple n'était pas en état d'acheter des titres de la dette publique. Donc, les propriétaires de la dette publique étaient les classes dominantes. Les intermédiaires étaient les grandes banques privées et la Banque de France qui était une banque privée. Et il fallait absolument rembourser cette dette publique. Et pour rembourser cette dette publique, il allait falloir mener une politique extrêmement impopulaire. Et là, Thiers savait que le peuple de Paris n'allait pas accepter des mesures très antipopulaires. Et donc, il fallait adopter une stratégie pour arriver à un affrontement dans lequel le peuple de Paris perdrait. Il y avait non seulement la dette contractée par Napoléon, il y avait la dette réclamée par Bismarck au nom de l'armée prussienne et du pouvoir prussien. La Prusse, à qui Napoléon III avait déclaré la guerre, avait fait prisonnier Napoléon III et son armée à Sedan le 2 septembre, ce qui avait provoqué la chute de l'Empire et la proclamation de la République le 4 septembre. Et Bismarck disait, pour signer un traité de paix et pour que je retire mes troupes de la France, vous me devez 5 milliards de francs qui s'ajoutaient à la dette. Et tout retard dans le paiement de cette dette donnerait lieu à 5
5% d'intérêt de retard qui s'ajoute aux 5 milliards. Donc Thiers était pressé par Bismarck et par la bourgeoisie pour commencer à rembourser la dette. D'ailleurs, quelques semaines avant de provoquer la Commune, le 18 mars, en essayant de voler 400 canons, il a émis un emprunt de 2 milliards de francs pour poursuivre le remboursement de la dette. Bon, alors, là, il me reste combien de temps là? Je parle depuis combien de temps? Je me rends compte. Tu parles depuis 14 minutes. D'accord. Ouf, ça va, je suis bon par rapport à ce que je voulais dire. Eh bien, il y a un débat tout de suite dans la Commune de Paris, au comité central de la Commune de Paris. Une fois que la Commune est, on va dire, en place, on va dire, ça se met en place entre le 18 mars et le 26 mars. Et il y a un gros débat le 29 mars sur qu'est-ce qu'on fait avec la Banque de France. On a désigné Besselet pour s'occuper de la Banque de France au nom de la Commune. Il y a un autre responsable de la Commune important, Eugène Varlin, qui a des contacts d'ailleurs, qui est membre aussi de la Première Internationale, comme Besselet, parce que les Proudhoniens sont membres de la Première Internationale aux côtés de Marx et aux côtés de Bakounine et de quelques blanquistes. Et on désigne Besselet, premièrement, Jourde et Varlin pour représenter la Commune auprès de la Banque de France. Mais on débat sur qu'est-ce qu'on fait avec la Banque de France. Et il y a certains disent il faut la prendre, la Banque de France. Et Besselet mène le débat et dit non, il ne faut pas prendre la Banque de France. Et il déclare devant le comité central, la Banque de France est la fortune du pays. Hors d'elle, plus d'industrie, plus de commerce. Si vous la violez, tous ces billets font faillite. Donc, il flanque la panique, dit on ne peut pas violer la Banque de France, ça veut dire on ne peut pas la prendre. Tout ce qu'on peut faire, vous, le comité central, c'est de m'y déléguer. Je serai le délégué de la Commune auprès de la Banque de France. Mais la structure restera la même. Et donc là, vous savez que comme le 18 mars, la tentative de voler 400 canons par l'armée envoyée par Thiers, ça ne marche pas. L'armée met crosse en l'air et sympathise avec le peuple de Paris qui ne veut pas donner les canons. Thiers s'enfuit à Versailles avec son gouvernement et toute son administration. Et quelques jours plus tard, il est suivi par le gouverneur de la Banque de France, Rouland, qui le rejoint donc à Versailles. Mais il y maintient le vice-gouverneur, le marquis de Pleuc, ça ne s'invente pas, qui est le vice-gouverneur de la Banque de France et qui reçoit donc Besselet et lui dit mais mon cher Besselet, comprenez bien, toute notre structure doit rester en place. Les régents sont les régents, ils sont d'ailleurs tous ces régents, les principaux sont à Versailles, notamment le baron Alphonse de Rothschild, le principal actionnaire de la Banque de France, c'est la banque de Rothschild. Il dit, les régents doivent rester exactement les mêmes. Et vous, Besselet, vous êtes le délégué de la Commune, alors on va vous donner un petit bureau. Et j'espère que vous allez comprendre qu'il ne faut pas toucher à la Banque de France. Et effectivement, Besselet est convaincu qu'il ne faut pas toucher à la Banque de France, à sa structure, et qu'il faut demander à la Banque de France régulièrement certains financements. Et en fait, la Commune de Paris va quémander régulièrement de l'argent en monnaie sonnante et trébuchante. Il faut savoir que la Commune de Paris a 9 millions de francs qui est sa propriété et qui est déposée dans les coffres de la Banque de France. Et la Banque de France va au compte-gouttes
remettre des parties de ces 9 millions. Et quand ces 9 millions seront épuisés, elle remettra aux structures de la commune 6 millions supplémentaires. En tout, la Banque de France va remettre à la commune de Paris 15 millions de francs. Dans le même temps, elle va remettre au gouvernement de Thiers 315 millions de francs, donc 20 fois plus. Donc le fait de ne pas prendre la Banque de France va permettre à la Banque de France de financer le gouvernement de Thiers. Et donc effectivement, comme la citation apparaît maintenant, dans des principaux historiens du côté de la Commune de Paris, donc favorable à la Commune de Paris, Prosper Olivier Lissagaray, qui a participé à la Commune de Paris, qui a été un membre ensuite de l'association internationale et un gendre de Marx. Il ira rejoindre Marx à Londres avec une des filles de Marx. Lissagaray dit « La commune resta en extase devant la caisse de la haute bourgeoisie qu'elle avait sous la main. Elle n'a pas pris cette caisse. Et elle a laissé cette caisse aux mains de la direction de la Banque de France, c'est-à-dire des capitalistes, puisqu'ils sont propriétaires de la Banque de France, qui y puisent pour financer les efforts de Thiers de reconstituer une armée capable de détruire le peuple de Paris. Donc l'armée française, une grande partie de celle-ci, l'armée du Nord, elle est prisonnière des Prussiens. Bismarck libère des prisonniers des militaires français pour permettre à Thiers de reconstituer une armée pour la lancer contre la Commune de Paris. Et dans le sud de la France, l'armée française est encore en place. Et là, alors que la Commune de Paris suscite immédiatement de l'enthousiasme dans le sud de la France et dans la moitié inférieure de la France, il y a une commune de Lyon, une commune de Marseille, une commune de Narbonne, une commune de Montpellier, une commune de Limoges, et Thiers va écraser en quelques jours ces différentes communes et donc isoler la commune de Paris avec l'armée qu'il finance, avec l'argent qu'il reçoit de la Banque de France. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit de dire on reste en extase devant la Banque de France. On permet à celui qui est en train de préparer le massacre, parce qu'il faut détruire le peuple de Paris et qu'il veut le détruire, on lui donne les moyens de monter toute la stratégie qui va permettre de détruire le club la commune de Paris. Et comme Thiers a besoin de temps, qu'il a besoin de réentraîner une armée, et il faut la payer, ben il va essayer de gagner du temps par rapport à la Commune de Paris. Et donc, il fait semblant de négocier avec la Commune de Paris. Et comme le dit Marx, la Commune de Paris a eu le tort le 18 mars. Donc ça, c'est pas la citation, ça va venir juste après. Donc la citation, vous l'oubliez pour le moment. Marx va d'abord dire la Commune aurait dû, vu que Thiers était en déroute et que ces soldats qu'il avait envoyés pour attaquer les communards avaient fait course sur l'air, il fallait foncer au guêtre de Thiers et le faire prisonnier et l'empêcher de s'installer tranquillement à Versailles. La Commune ne l'a pas fait. Et elle est rentrée dans la stratégie de négociation. Première erreur. Deuxième erreur, là on peut mettre la citation de Marx. Une fois d'avoir raté l'occasion de courir derrière Thiers, qui n'avait plus d'armée pour se défendre, c'était le moment de le prendre. Ce moment passé, l'autre chose qu'il fallait prendre, c'était réquisitionner la Banque de France. Et comme il dit, Marx, pour mettre fin aux rodomontades versaillaises. Et il dit, il précise,
avec la réquisition de la Banque de France, avec un petit peu de bon sens, la commune eût pu obtenir de Versailles un compromis favorable à toute la masse du peuple. Seul objectif réalisable à l'époque. Donc Marx se rend compte à un moment donné que le rapport de force est en train de se retourner contre la commune de Paris et il pense qu'il y a une chose très importante à faire pour au moins, on va dire, sauver les meubles et éviter le massacre, c'est de prendre la Banque de France. Et là, il y a la citation suivante de Lissagaray et puis d'Engels. Donc Lissagaray dit « La commune ne voyait pas les vrais otages qu'elle avait sous la main, la banque, l'enregistrement et les domaines, la caisse des dépôts et consignations, etc. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et on peut mettre la citation de Engels. Donc Engels dit « Le plus difficile à saisir est certainement le saint respect avec lequel on s'arrêta devant les portes de la Banque de France. Ce fut d'ailleurs une lourde faute politique. La banque aux mains de la commune, cela valait mieux que 10 000 otages. Cela signifiait toute la bourgeoisie française faisant pression sur le gouvernement de Versailles pour conclure la paix avec la commune. » Pourquoi est-ce que Engels peut dire cela de même que Lissagaray et Marx qui disaient que c'était un moyen de négociation? Parce que physiquement, dans les coffres de la Banque de France, il y a pour 3 milliards de francs. Il y a des lingots d'or. Il y a des réserves en lingots d'argent. Il y a des pièces. Il y a des billets. Il y a d'autres valeurs. Et donc, il ne faut plus s'imaginer maintenant simplement une banque où les choses sont gérées essentiellement à travers des ordres informatiques. Dans la Banque de France, le trésor de la France s'y trouvait physiquement. Et donc, prendre ce trésor et c'était un moyen de négociation, évidemment, parce que là, les bourgeois, excusez-moi l'expression, ils auraient été pris par les couilles. Leur pognon aurait passé aux mains de la commune. Et la commune aurait pu leur dire halte là, si vous touchez si vous nous attaquez, votre argent, vous ne le reverrez plus. Vous n'arriverez pas à temps pour le récupérer. Nous l'aurons mis nous-mêmes en sécurité et nous nous en serons servis. Donc, le fait de ne pas prendre la Banque de France est absolument terrible. Et donc là, ça m'amène à venir déjà vers des leçons politiques sur quel est le courant politique qui a dominé la commune sur cette question. C'est le courant de Proudhon, représenté par Beslay. Beslay, je vous ai dit, c'est pas n'importe qui, c'était le doyen de la commune. Il était élu, membre du comité central. Il était capitaliste. Il avait eu une manufacture avec 200 salariés quelques années auparavant. Puis, comme le recommandait Proudhon, il avait créé une banque de crédit mutuel qui avait fait faillite. Mais il avait un capital, Beslay. Et comme Proudhon était mort, on ne peut pas jurer de ce que Proudhon aurait fait dans la Commune de Paris, mais en tout cas, Proudhon n'a jamais parlé de prendre la Banque de France. Il n'a jamais parlé de prendre et d'exproprier les banques privées. Ce que Proudhon a proposé, c'est la création de banques du peuple, de banques mutuelles. Et ça reste tout à fait d'actualité. Parce que dans le mouvement de gauche aujourd'hui, il y a toujours des personnes, il y a tout un courant qui pense que, oui, il me reste combien de temps là maintenant? Tu devrais conclure là, hein, quelques minutes, 3, 4. Okay. Il y a toujours un courant qui pense que on peut contourner la banque centrale, on peut contourner les banques privées. Je suis bien sûr en Belgique pour Newbie et le CADTM est coopérateur de Newbie.
ou de la nef en France, mais ce n'est pas avec ça qu'on va régler les problèmes. Il faut prendre la Banque de Belgique, il faut prendre la Banque centrale européenne. Il fallait pour Tsipras prendre la Banque de Grèce, comme il fallait prendre la Banque de France. Et donc Beslay a joué un rôle néfaste. Figurez-vous que c'est le seul dirigeant de la Commune de Paris à avoir échappé à un sort terrible. La plupart ont été exécutés, d'autres, comme Louise Michel, qui n'était pas une des dirigeantes principales, mais qui a joué un rôle, ont été déportés en Nouvelle-Calédonie. D'autres ont été emprisonnés en France ou bannis ou condamnés à de lourdes peines. Eh bien, Beslay, on l'a laissé quitter tranquillement le territoire de la commune pour aller gérer l'héritage de sa sœur en Suisse et gérer l'héritage de Proudhon. Et il a bénéficié d'un non-lieu lors d'un jugement du Conseil de guerre en décembre 1872. Et dans le Figaro, donc ce journal de droite, en 1873, il dit la chose suivante: je suis allé à la Banque de France avec l'intention de la mettre à l'abri de toute violence du parti exagéré de la commune. Et j'ai la conviction d'avoir conservé à mon pays l'établissement qui constituait notre dernière ressource financière. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et donc dans les leçons qui valent donc pour aujourd'hui, je l'ai déjà indiqué, mais comme l'a dit Gabriel Messin, j'ai participé à l'audit de la dette grecque en 2015 à la demande de la présidente du Parlement grec. J'étais donc en rapport très étroit avec Alexis Tsipras, le Premier ministre, et avec le ministre des Finances, Yanis Varoufakis. Et en fait, Yanis Varoufakis s'est comporté exactement comme Beslay, quelque part. De même que Tsipras. On n'a pas touché aux banques grecques, alors, comme je le dis dans mon article sur la Commune de Paris, qu'il était possible par voie légale de prendre le contrôle en tant qu'État grec des 4 principales banques grecques privées parce que l'actionnaire majoritaire était l'État grec. Il fallait prendre la Banque de Grèce. Or, Varoufakis et Tsipras ont laissé le gouverneur de la Banque de Grèce en place, Tournaras, qui était un ennemi déclaré de l'initiative prise par Syriza et du peuple grec, et qui était, Tournaras, la même chose que Rouland, le gouverneur de la Banque de France qui avait rejoint Pierre à Versailles. Et donc, je m'arrête là pour être tout à fait disponible pour la discussion et répondre aux questions et commentaires.